Bonjour à tous, merci d'être venus, merci de vous rendre disponible. Je vais faire une présentation qui a été écrite par un de mes collègues en anglais, mais comme je parle français, vous allez avoir un petit peu de franglais en fait. Donc le sujet que je vais couvrir, c'est l'IA face aux attaquants, et en fait comment est-ce qu'on peut détecter et prévenir les menaces avant qu'elles vous frappent. C'est un peu le cœur de métier de la société pour laquelle je travaille. Donc, je vais me présenter, Éric Duboin, je suis commercial chez Cyan depuis 4 ans. J'ai plutôt un background dans les telcos que dans la cybersécurité et j'ai rejoint Cyan en 2022 parce que je pensais qu'il y avait une opportunité de vendre des services à valeur ajoutée basés sur la cybersécurité. Cyan, c'est une société autrichienne, donc européenne. Le siège est à Vienne. On est entre un peu moins de 100 personnes. On a maintenant un peu moins de 4 millions de clients, donc on protège 4 millions de clients essentiellement en Europe. On a un contrat cadre avec Orange et on est déployé dans la plupart des filiales européennes d'Orange. On a aussi comme client T-Mobile et on a aussi des déploiements en Asie et en Amérique du Sud. Donc notre portfolio, c'est des solutions qui s'adressent aux entreprises, mais plutôt des TPE, des très petites entreprises, ou alors à du grand public. Évidemment, pour ces marchés-là, on ne vend pas en direct, on vend soit des opérateurs qui revendent nos solutions, soit on vend à des partenaires qui revendent à leurs propres clients. Donc l'agenda que je vous ai préparé, en fait, c'est mon collègue qui traite ces sujets-là, qui est basé en Autriche, qui lui parle anglais avec moi, qui a construit ces slides. Et moi, je vais faire une adaptation un peu plus légère et un peu dynamique en français. Je vais vous faire un petit overview de l'utilisation de l'IA actuellement dans la partie cybersécurité, côté attaque, et après les tendances au niveau de la protection. Et après, je vais faire plus un focus sur le cœur de métier de Cyan, donc de la protection par rapport à des attaques de phishing, et comment est-ce que nous, on utilise l'IA pour prévenir et protéger nos clients. Et après, je vous parlerai peut-être un petit peu, si j'ai le temps, des directions qu'on voit pour le futur sur ce type de technologie. Donc du côté des méchants, des attaquants, l'IA, ça leur facilite la vie. C'est un super outil pour accélérer les campagnes de phishing. Ça permet de rendre la technologie accessible à des gens qui ne sont pas forcément des gens qui avaient des compétences techniques dans le passé. Maintenant, ils ont accès à des outils qui leur permettent de faire ça à grande échelle et des scénarios de plus en plus compliqués. On a aussi l'arrivée des deepfakes, ce qui fait qu'on a des nouveaux types de fraudes qui n'existaient pas dans le passé avant que l'IA soit utilisée. Et on a aussi donc cette possibilité d'automatiser et surtout d'avoir des campagnes qui sont coordonnées avec des actions sur les réseaux sociaux. Donc là, on a mis quelques exemples. Donc vous savez, il y a toujours des campagnes de tests avec des équipes qui attaquent et d'autres qui défendent. Les équipes qui attaquent avant utilisaient un peu l'IA jusqu'en 2023 et l'IA n'était pas réputée comme étant suffisamment pertinent. Donc c'était surtout des tests humains qui étaient faits, des tentatives humaines. Et à partir de 2024, c'était à peu près au même niveau, autant d'IA que d'humains. Et depuis 2025, l'IA est plus efficace que l'humain pour faire ces campagnes d'attaque. Donc on voit que l'IA a vraiment accéléré ce type de données. Il y a un exemple concret réel à Hong Kong. Il y a une personne qui a reçu un email qui lui disait de faire un virement de 25 millions de dollars. Alors évidemment, il n'a pas fait avec un email, mais ensuite il a eu une invitation à une réunion téléphonique avec ses collègues. Durant la réunion, on l'a incité à faire le virement et il a fait le virement de 25 millions de dollars. Et en fait, c'était un deepfake. C'était des images de ses collègues, c'était leur voix qui avait été enregistrée, qui a été utilisée pour créer une fausse réunion pour lui demander de faire ce virement. C'est des choses qui, avant l'IA, avant que l'IA soit là, n'étaient pas possibles. Et il y a aussi des travaux en cours. Il y a plusieurs équipes dans le monde qui ont trouvé qu'il y avait aussi maintenant des problématiques de code qui étaient mis dans le contenu des sites. Parce que comme beaucoup le font, nous on le fait aussi, on utilise de l'IA pour scanner le contenu des sites pour pouvoir les analyser. Et donc maintenant, il y a du code dormant qui est dedans et qui va parler à l'IA qui vient scanner le code. Et ça peut générer, alors d'une part, le but premier au départ, c'était de cacher le fait que ces sites étaient dangereux, mais ça permet aussi, maintenant, ça a été prouvé, de générer des attaques derrière. Donc ça, c'est une dynamique quand même qui facilite aussi et qui rend les attaques encore plus complexes. Donc du côté des gentils, évidemment, les gentils réagissent et utilisent aussi l'IA pour lutter contre ce type de menaces. Donc
il y a différents secteurs dont je vais parler rapidement avant de parler plus de ce que fait Cyan. Bon, il y a la partie que vous connaissez tous, qui est la partie protection des terminaux sur lesquels on travaille, les endpoints. Historiquement, c'était surtout des antivirus qui étaient utilisés avec des modèles statiques. C'était plutôt un mode réactif, parce qu'on avait une signature après une attaque. On mettait à jour la base de données de signature pour éviter que l'attaque se propage. Bon, maintenant, ce n'est pas suffisant, et donc évidemment, les systèmes d'antivirus ont évolué. Ils ont des moteurs d'IA, et ils travaillent plus en analyse comportementale, et ils vont être en mesure de réagir, même si la menace n'était pas connue avant. Donc ça, c'est des choses qui Enfin, le marché, globalement, va vers ça. Nous, en interne, par exemple, on a SentinelOne, qui utilise aussi un moteur d'IA et qui permet de bien nous protéger. L'avantage, après, ce que nous, on voit en termes de protection, surtout du marché des TPE, c'est que, d'après notre analyse, à ce moment-là, l'IA permet aussi une meilleure corrélation des événements et une meilleure analyse des attaques. Et donc, le SOC devient peut-être un peu moins obligatoire et un peu moins pertinent, puisqu'il y a plus d'automatisme et plus d'intelligence déjà dans le traitement. Je vais vous parler aussi des cœurs de réseau. Donc là, évidemment, on a à peu près l'équivalent. Au départ, les firewalls avaient des règles statiques et c'était les responsables informatiques qui mettaient les règles, qui autorisaient ou non les plages d'adresse IP et des ports. Maintenant, il y a beaucoup d'attaques qui se passent et on est obligé d'avoir un modèle beaucoup plus dynamique et réactif. Et c'est ce que l'IA permet de faire. Donc c'est aussi de l'apprentissage comportemental de l'ensemble des flux. On monitore les flux et on va avoir en plus une analyse qui va plus être basée sur la volumétrie d'attaque, mais sur la pertinence et sur la gestion du risque. Donc ça aussi, c'est une évolution de ce type de métier. Nous, en interne, on a du Fortinet. Donc on a une base de FortiGate comme firewall de base, et on a au-dessus la partie FortiAI qui fait cette analyse de façon intelligente et qui permet aussi, en plus, en termes de maintenance et de suivi, d'avoir besoin de moins d'intervention humaine. Donc là aussi, l'IA permet de mieux se défendre. Sur la partie email, c'est pareil. Historiquement, les protections des emails, c'était énormément sur des mots-clés, c'était aussi sur les pièces jointes et sur les liens. C'était aussi un petit peu statique. Là aussi, évidemment, il y a eu de l'innovation. L'IA est arrivée et ça permet d'avoir des améliorations. Nous, en interne, on utilise Microsoft Defender pour Office 365 et c'est beaucoup plus pertinent qu'une analyse statique en fait, du contenu des emails. Bon, je passe sur les détails parce que comme vous devez avoir peut-être plus de compétences que moi sur certains points, je ne veux pas trop essayer de me mouiller sur des choses que je maîtrise moins. Maintenant, je vais rentrer dans ce que fait Cyan et ce qui est là, comment est-ce que nous, on utilise de l'IA pour nous protéger, enfin pour protéger nos clients. D'abord, je vais rappeler un petit peu le type d'attaque dont on parle. Souvent, enfin, les campagnes contre lesquelles on lutte le plus, c'est surtout des campagnes de phishing. Là, c'est un exemple réel d'un SMS que j'avais reçu. Et pour faire ce type de campagne, il faut avoir en tête que c'est quand même quelque chose qui est déjà préparé et assez sophistiqué. Dans la préparation, les gens mal intentionnés, ils vont quand même déjà tester leurs attaques pour être sûr qu'elles ne soient pas bloquées dès le départ. Ils vont aussi définir les cibles. Ils vont après définir comment est-ce qu'ils vont diffuser cette attaque avec des simbox, avec des connexions sur des réseaux. Ils vont trouver des moyens de propager ces attaques. Après, ils vont définir à quel moment est-ce qu'ils vont distribuer ces messages, parce qu'évidemment, ils vont créer une situation de stress et d'urgence pour que les gens reçoivent le message à un moment donné où ils sont un peu moins sur leur garde, pour avoir plus de chances de provoquer la fraude. Et souvent, maintenant, ils font une corrélation, donc ils envoient des messages par SMS par exemple, et en même temps, ils vont avoir des activités sur les réseaux sociaux pour appuyer le scénario et la crédibilité de l'attaque. Ça aussi, c'est nouveau, ce n'était pas aussi facile que ça à faire et à coordonner avant. Évidemment, malheureusement, il y a des gens qui vont tomber dans le panneau ou qui vont dire « j'appuie juste pour voir », mais le fait d'avoir cliqué, c'est déjà trop tard. Et après, derrière, évidemment, le but, c'est de récupérer soit des informations, soit des identifiants, des mots de passe, soit carrément de demander des paiements. Souvent, c'est le cas
Dans les cas de fraude pour les livraisons, on vous demande de rajouter quelques euros pour avoir la livraison à l'endroit que vous souhaitez. Et en fait, il n'y a pas de colis derrière, mais comme c'est quelques euros, les gens payent. Et ensuite, ils se disent, c'est pas grave, si je me trompe, je prends le risque pour quelques euros. Donc c'est bien calculé aussi. Ou alors après, ça peut être de la vente d'informations collectées pour faire des fraudes plus complexes. Et là aussi, il y a toujours derrière, de toute façon, ça reste du business malheureusement. C'est pas fait que pour le fun. Derrière, c'est pour faire une monétisation et pour que ça rapporte de l'argent. J'ai pas lancé mon chrono, je sais pas où j'en suis. Okay. Donc ce qu'on fait côté Cyan, en termes de réaction et de traitement, en fait, on a développé différentes chaînes de processus. Donc là, je vais en décrire un exemple. On ne fait pas que ça. Ça, c'est l'exemple qu'on a choisi pour partager et illustrer nos technologies. Donc on va avoir en fait une sorte de pipe. Donc, d'IBM, quelle solution face aux nouveaux enjeux de la présidence des données? J'attends l'annonce. Donc on a en fait un moteur d'usurpation de marque. Le but, parce que souvent là, le phishing, ça commence pour vous faire passer, c'est un site qui va se faire passer pour un autre site, et souvent ça s'appuie sur des marques. Tout à l'heure j'ai montré Mondial Relais, il y a plein d'autres exemples malheureusement. Et donc en fait on a différents traitements, des traitements, je vais les détailler un petit peu, qui sont faits avant que le site soit publié, des traitements qui sont faits lorsque le nom du site est publié, et après on va avoir une analyse du contenu du site pour pouvoir faire du scoring, et sur l'ensemble de ces éléments on va prendre une décision pour dire si on considère ou non que le site est malicieux. Et concrètement, nous ce qu'on fait, c'est comme ça qu'on construit notre base de menaces, et dans les solutions qu'on commercialise, cette base de menaces, on envoie une image sur nos déploiements partout dans le monde. Et en temps réel, lorsque quelqu'un va cliquer sur un lien, on va comparer le nom de domaine qui est utilisé dans le lien avec notre base de menaces. Et si le site est jugé comme étant malicieux, on va forcer une page d'affichage pour dire attention, vous êtes en train de visiter un site qu'on considère comme malicieux. Et suivant nos partenaires, on va laisser ou non la possibilité de visiter le site malgré tout. Après, il y a des pays qui l'obligent, d'autres pas. Bon, voilà. Mais la valeur, enfin vraiment le cœur et la valeur, c'est la façon dont on construit notre base de menaces et notre capacité à la mettre à jour très rapidement lorsqu'un nouveau domaine vient d'être publié. C'est pour ça qu'on essaie d'être très en amont. C'est pour ça qu'on dit qu'on permet d'empêcher les attaques avant qu'elles arrivent sur le terrain, parce qu'on est capable d'identifier un domaine comme malicieux avant qu'il soit utilisé sur le terrain. C'est ce que je vais essayer j'ai détaillé un peu plus dans mes slides derrière. Alors vous savez, suivant vos domaines d'activité, vos compétences, vous le savez peut-être, mais lorsqu'un nouveau domaine est enregistré, d'abord il faut qu'il ait un certificat. Et nous, ce qu'on fait chez Cyan, on monitore l'ensemble du trafic de demandes de certificats. C'est plusieurs millions par jour. Et à partir de là, on a déjà beaucoup d'informations. Et ça nous permet, on explore toutes ces données, et ça nous permet déjà d'avoir un premier niveau de qualification du nom de domaine avant qu'il soit publié, puisqu'on a la demande de certificat. Ensuite, une fois que le domaine est publié, on a énormément de paramètres techniques qu'on va monitorer, et on va comparer par rapport à notre référentiel, et on va regarder dans quel type de comportement le domaine se situe. Et ça aussi, ça va nous servir à faire du scoring. Et là, pour l'instant, c'est uniquement sur le nom de domaine, on n'a pas encore touché au contenu. Et après, suivant les cas, on va pas le faire de façon systématique parce que ça demande beaucoup de ressources. On va appliquer nos analyses qui sont plus fines au niveau du contenu. Là, je vous fais grâce de toutes les techniques qu'on utilise là, je vous montre plutôt les concepts. On a développé, ça c'est le développement interne, et on utilise de l'IA, la reconnaissance de logos. Vous savez, les favorite icons, hein, les petites icônes de favoris qui sont publiées. En fait, on a notre propre base de données. Là, c'est l'exemple avec Facebook. Donc, on a les logos des grandes marques qui sont rentrés dans notre base de données. On va capturer ce logo qui est utilisé par le nouveau site. On va le comparer avec notre base de données. On va dire, tiens, ça ressemble beaucoup au logo de Facebook. En parallèle, on connaît déjà la liste des domaines utilisés par Facebook. Si le nom de domaine n'est pas dans la liste qu'on connaît de Facebook et qu'on a une icône de Facebook, déjà, on va dire, c'est bizarre. Voilà. Ça fait partie des critères qu'on utilise pour
faire du scoring pour qualifier les sites. C'est assez basique, mais ça demande quand même beaucoup de CPU pour être fait à grande échelle, puisqu'on le fait pour plusieurs millions de sites. Donc c'est assez sioux. Ensuite, on a aussi l'analyse vraiment du contenu. Donc là, c'est plutôt le wording qu'il y a à l'intérieur des sites. Là aussi, on utilise de l'IA. Alors, on utilise une solution du marché, mais je ne peux pas dire laquelle. Par contre, le référentiel, c'est nous qui l'avons créé par rapport à notre connaissance des sites qui sont utilisés pour faire des fraudes. Là, dans l'exemple, on a évidemment des bases de vocabulaire. On en a, dans notre exemple là, c'est tout ce qui est lié à la crypto. Évidemment que si on est sur un site qui au départ est un site de retail et qu'en plus il y a du wording de crypto, voilà, si c'est pas vraiment lié avec l'intention de départ, ça fait partie du scoring qu'on va aussi utiliser. Alors, là on utilise donc de l'analyse de langage pour pouvoir détecter le type de vocabulaire qui est utilisé, et après on a une analyse. Oh super. Mon PC est en train de recharger, de redémarrer. Et après, on fait une analyse en fait, vectorielle de l'ensemble de ces wordings. Et là aussi, l'IA, après, on fait une cartographie. Et ensuite, on utilise aussi l'IA pour traiter les images qu'on a créées, pour détecter les incohérences. Voilà. Et on fait ça aussi de façon automatisée à grande échelle. Je vais devoir continuer sans slide, le temps que mon PC redémarre. Et ça va être un peu compliqué, mais je vais continuer. Une petite seconde. J'ai 5 minutes. Donc ça, ce sont des exemples de process qu'on utilise en interne. C'est ce qui permet en fait donc de qualifier les sites avant qu'ils soient utilisés. Et on a aussi évidemment un autre système, parce qu'en fait on fait du loopback, c'est-à-dire que nos presque 4 millions de clients, on regarde en temps réel tous les sites qu'ils visitent, et on est censé connaître les noms de domaine des sites qu'ils visitent. Et si jamais il y a un de nos clients qui visite un site qu'on ne connaît pas, on va détecter qu'on ne connaît pas le nom de domaine, et on va rapatrier ce nom de domaine sur notre base arrière, et on va qualifier ce nom de domaine. Donc on fait de la catégorisation essentiellement pour détecter les sites malicieux, mais on a aussi d'autres use cases où par exemple il faut qu'on détermine si c'est des jeux de hasard, des sites porno, et on vend aussi des services pour interdire ou autoriser certains types de domaines pour certains usages. C'est aussi un business case qu'on utilise. Mais ça s'appuie sur les mêmes technologies. Par exemple, je ne l'ai pas mis là, mais on a aussi des travaux pour détecter les images porno dans les contenus, pour qualifier si un site est porno ou pas, parce qu'on peut avoir par moment des sites qui sont un petit peu à la limite. Et là aussi, on fait du traitement d'images avec de la base d'IA pour essayer de détecter la présence de corps nus ou de contenu non approprié dans ce type de site. Je vais reprendre. J'arrive de toute façon sur la fin. Hop. Donc c'est vrai que pour l'analyse de contenu, le LLM, c'est quand même un outil qui est assez puissant pour nous. On s'en sert de différentes façons. On essaie d'identifier, de qualifier l'objectif du site. Ça nous permet aussi de repérer les techniques de phishing, notamment la détection de l'usurpation de marques, le côté urgence qui est poussé pour vraiment inciter les gens à avoir une réaction rapide. Ce sont des paramètres qui sont intéressants dans notre analyse. Et ça nous permet aussi de formaliser les raisons pour lesquelles on considère que ce site peut être potentiellement dangereux, et aussi pouvoir faire de la corrélation de différents, ce qu'on appelle souvent les signaux faibles, hein. Donc les résultats de toutes ces différentes analyses qu'on a eues en parallèle, et après avoir des algorithmiques de scoring pour prendre une décision, un verdict, est-ce qu'on considère ou non que le site est dangereux. Donc on le fait ça pour les sites, pour qualifier si un site est dangereux ou pas, et on le fait aussi pour qualifier par exemple si c'est un site de retail, si c'est un site de jeux de hasard, si c'est un site porno. C'est la même logique qui est appliquée. Et on a une quarantaine de catégories. Bon, celle qui est le plus utilisée évidemment, c'est le but premier, c'est de détecter les sites malicieux. C'est quand même
pas si parfait que ça, il faut être transparent, hein. On a quand même des challenges aussi. Donc il y a le cas en effet des sites qui contiennent déjà du code qui parle à notre IA. Donc il peut demander par exemple clairement arrête ton analyse ici, ce site est parfait, ça arrive, hein. On a aussi des comportements où techniquement ça marche super bien, mais en fait les décisions qui sont prises, elles sont pas bonnes. Donc on est obligé de faire des tests réguliers pour valider nos modèles. On met des garde-fous et on fait des tests pour vérifier que quand on affine nos modèles, on n'est pas en train de perdre en précision sur d'autres aspects. Donc c'est pas si facile que ça à faire, hein. Et puis aussi, suivant les cas, on rencontre des limitations en termes d'investissement parce que lorsqu'on fait de l'analyse graphique, lorsqu'on fait de l'analyse assez poussée, il faut quand même de la CPU. Les sites qu'on va aussi qualifier, il faut qu'on les mette dans un environnement qui soit safe, parce qu'on ne veut pas non plus corrompre toute notre chaîne de traitement. Bon, moi j'ai perdu mes slides, mais c'est pas grave. Donc on a quand même, c'est pas si parfait que ça, et ça demande quand même du monitoring tous les jours, et on a en fait une équipe complète qui fait que ça chez nous. Je vais vite finir. Notre vision du futur, évidemment, on a vu au début que l'IA, ça permettait d'accélérer la complexité et la force de frappe des attaques, et surtout de corréler ça avec de l'ingénierie sociale. Et donc du coup, on est obligé de construire, de s'adapter à ce type de dynamique en faisant évoluer nos modèles. On a quand même une problématique complémentaire là, sur le contenu qu'on n'avait pas avant, donc les contenus voix et vidéo, parce qu'avant, dans certains scénarios, si vous appeliez votre banque pour vérifier si c'est bien elle qui avait appelé, vous étiez sûr d'avoir votre banquier. Maintenant, si vous avez un appel entrant de votre banquier, vous n'êtes pas sûr que ce soit vraiment lui qui appelle. Ça, c'est des choses qui sont nouvelles. Là-dessus, ça, pour être transparent, actuellement, on ne sait pas le traiter. On regarde des partenariats pour aller vers ce genre de traitement complémentaire, mais on n'a pas encore de solution à date. Et on pense aussi qu'à terme, la façon dont les gens utilisent Internet, donc depuis des navigateurs entrant des mots-clés, ça va évoluer, et ça va plutôt être l'IA qui va être en frontal. Et donc, il va falloir aussi que nous, on s'adapte par rapport au comportement des usagers. Il faudra peut-être que nos techniques de détection et de qualification, elles suivent aussi l'usage qui va évoluer. Parce que ça va être une dynamique assez rapide. Voilà, je dois être dans les temps. Oui. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je peux répondre, mais pas à des questions trop techniques, parce que je ne suis pas hyper technique sur ce sujet-là. Bon, pas de questions. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour venir m'écouter, c'est très gentil. Je vous remercie.